quand vous êtes orienté dans l'université publique sénégalaise, au départ, vous n'avez pas de connaissance du milieu. Vous n'avez pas de prérequis sur le cadre. Vous êtes juste dans l'ignorance totale et que l'incertitude plane sur votre vécu. Et c'est à ce moment-là que vous avez besoin des soutiens, que vous avez besoin des conseils, et que les conseils viennent de partout à ce moment-là. Vous avez les conseils de vos parents, vous avez les conseils de vos pairs étudiants, vous avez les conseils des syndicalistes et vous avez les conseils de vos professeurs. Salam, bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Habib Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir pour une deuxième fois sur le Cercle d'Influence Podcast mon cher ami Mohamed Gagne. Il est déjà passé sur le podcast avec son ouvrage Afro-Climat qui traitait les changements climatiques et son impact endogène sur le continent. Aujourd'hui, il est là parce qu'il a écrit un nouvel ouvrage intitulé « Un si long mémoire jamais soutenu ». Donc, on aura le temps d'en parler, d'en discuter et de voir les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce nouvel ouvrage. Mohamed, bienvenue pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Abibou, et merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un honneur et un grand plaisir de passer au Cercle d'Influence. Qui aujourd'hui regroupe les thèmes tendances et aussi les personnes qui font en quelque sorte bouger l'écosystème de notre pays. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir est pour moi, c'est toujours un grand honneur. On s'est pas vu depuis la dernière fois, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, ce serait intéressant de faire une petite mise à jour. Comment ça se passe la vie? Qu'est-ce qui s'est passé en ton temps et tout? Ok. En vrai dire, c'est pas tout à fait comme une ligne linéaire. Partout, peut-être dans le monde, on a des semblements aujourd'hui et ça touche un peu tous les pays et que le Sénégal n'est pas du tout épargné. Entre-temps, il y a des changements sur le côté politique, sur notre administration. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été organisées par-ci et par-là. Mais de mon côté, c'est toujours un étudiant entrepreneur et en même temps un écrivain qui tente de donner un regard sur le monde, sur la vie, sur son environnement et sur ce qui l'entoure. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui représente une responsabilité à endosser et peut-être un rôle à jouer pleinement dans le cadre de la vie. Donc, c'est toujours la même option en fait. Faire tout pour impacter notre communauté, que ça soit à travers l'écriture, que ça soit à travers l'entrepreneuriat, que ça soit à travers les études. Si on n'a pas d'impact autour de nous, pour moi, c'est un peu insensé. Et que, heureusement, Dieu nous a permis d'avoir cette vision-là du monde et de la vie. Donc, on se focalise sur ça et on reste, en vrai dire, sur notre rôle de départ. Donc, depuis la dernière fois, c'est toujours un plaisir, d'écouter encore le podcast qu'on avait eu à faire, qui avait un très grand impact. Mais aujourd'hui, je pense que peut-être à la sortie de ce nouvel podcast aussi, il y aurait le même impact qui serait créé par la richesse de la discussion et peut-être le niveau de débat que l'on va réellement avoir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et c'est tout un honneur en fait. Merci. Ouais. Non, l'honneur est pour moi parce que moi, en fait, j'ai l'avantage de parler avec des gens exceptionnels gratuitement comme ça, quoi. C'est comme recevoir des cours magistraux gratuitement. Donc, je pense que ce podcast, même si je le fais pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, mais aussi je le fais de manière un peu égoïste pour apprendre de la part des meilleurs et des high performers de notre société. Donc, le plaisir est pour moi, quoi. Et du coup, pour ton nouvel ouvrage, Un si long mémoire jamais soutenu, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce nouvel ouvrage? De quoi parle-t-il? Quels sont les sujets abordés? Et quel est le message que tu cherches à faire passer avec
ce nouvel ouvrage. Avec plaisir. D'abord, ce qui est un peu compliqué pour un auteur, c'est de parler de son œuvre. C'est un peu comme les artistes et leurs chansons, quoi. Je comprends. On va essayer. Carrément. C'est toujours compliqué parce que du moment où l'œuvre est publiée, ça ne vous appartient plus. Et que pour moi, ça serait un peu égoïste de dire à votre lectorat quelle compréhension ou bien quelle pensée il doit avoir de tes écrits. Parce que l'écrit est contexte d'abord pour l'auteur, parce que quand on écrit parce que pour le départ, il y avait un pourquoi. Mais le pourquoi, quand tu écris, au fur et à mesure, tu vois que le pourquoi a tendance à se métamorphoser, en fait. Peut-être au départ, il y avait un fait, peut-être qui t'a juste marqué, qui t'a juste traversé l'esprit, et qui t'a donné le courage et la responsabilité de te dire que tu dois dire ceci à cette heure. Mais vu que le travail littéraire, ça continue, par exemple, avec ce roman, j'ai eu à travailler sur ça presque une année, en fait. Donc, le rôle de départ a su évoluer. Parce que, quand je dis que l'écriture est contexte, c'est qu'au départ, lorsque tu produis un roman, le roman, c'est juste un effet de miroir sur la société. Le roman, c'est juste une position de neutralité entre l'auteur, ses écrits et la pensée commune. Donc, sur ce roman, j'ai essayé d'aborder des thèmes qui me touchent, des thèmes qui me concernent, des thèmes dont le personnage principal, Fanta, a vécu dans une université publique sénégalaise. Avec ce roman, moi, je pense que l'auteur, à chaque fois qu'il produit quelque chose, s'engage. Que l'écriture ne peut pas être neutre. Et que même cette neutralité-là de l'écriture a été dépassée maintenant. Et que lorsqu'on produit une œuvre littéraire, on donne soit des informations, on sensibilise soit, ou bien on propose des solutions. Donc aujourd'hui, l'œuvre doit certes avoir la possibilité de faire émerveiller l'autre, de jouer sur le divertissement de l'autre, mais l'œuvre aujourd'hui a besoin de ne pas être trop neutre pour créer de l'engagement et susciter quelque chose de... Mais c'est l'auteur pour en faire quelque chose qui fait partie de la vie du lecteur. Donc, aujourd'hui, pour moi, le roman n'est pas neutre et ce roman, aussi long mémoire jamais soutenu, ne pouvait pas l'être. Déjà que chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus compliquée. Lorsqu'un auteur dit ça, c'était Albert Camus, c'est qu'il était dans un monde où on était en déperdition. Et lui, en tant qu'auteur, il se dit souvent, qu'est-ce que moi, à travers mes écrits, à travers mes pensées, je peux apporter comme plus par rapport à la vie communautaire. Donc moi, voilà le pourquoi, en fait, qui m'a toujours habité. Je me demande que j'ai fait l'université publique sénégalaise pendant presque 5 à 6 ans. J'ai appris quelque chose. Ça serait de l'égoïsme que le monde extérieur ne puisse pas comprendre ce qui se passe entre ces 4 murs de l'université publique sénégalaise. Donc c'est pourquoi j'ai produit ce roman pour essayer de retranscrire un peu ce qui se passe à l'intérieur de l'université et les mots de l'université qui ne disent pas assez leur nom et comment ensemble essayer de dénoncer ces faits pour ne serait-ce avoir des alternatives qui pourraient être des solutions. Donc en vrai dire, c'est un peu un résumé de quoi il s'agit quand on parle d'un si long mémoire jamais soutenu. Ouais. En même temps, vu que, comme tu disais, tu as vécu dans le campus universitaire, c'est un peu une histoire racontée par quelqu'un qui l'a vécu et qui, à travers le livre, en fait, donne des perspectives, des indications et son vécu. Donc, d'une part, oui, il y a une partie de neutralité, mais d'une part aussi, c'est une vraie histoire vécue dans le but, en fait, de sensibiliser, quoi. Et dans le livre, moi, je l'ai lu, j'ai vu que tu as abordé un peu le syndicalisme, le militantisme, vu que l'université a toujours été, depuis le nuit du temps, un secteur où les étudiants, en fait, participaient dans des activités syndicales associatives dans le but de faire avancer les causes estudiantines et le développement de l'université de manière générale.
tu as abordé aussi d'autres aspects tels que, par exemple, la dégradation du système éducatif. Et tout ça, en fait, toi, en tant que quelqu'un qui l'a vécu, si tu devais donner un conseil à un nouveau bachelier, quelqu'un qui vient juste d'obtenir son baccalauréat, qui doit aller à l'université, quel conseil donnerais-tu à ces nouveaux bacheliers-là en tant que quelqu'un qui a vécu à l'université et qui connaît ses rouages, ses avantages et ses inconvénients aussi? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, l'université n'est pas neutre. Ce qui se passe à l'intérieur de l'université concerne véritablement ses acteurs. Et quand on parle d'acteurs de l'université, l'acteur principal, c'est l'étudiant. Et aujourd'hui, dans le livre, on peut voir que quand peut-être vous êtes nouveau bachelier, par exemple, déjà je félicite les nouveaux qui viennent d'être orientés dans les universités publiques du Sénégal, mais quand vous êtes nouveau, il y a à l'université, comme on l'a vu avec Fanta, lorsqu'elle arrive à l'université, lors de ses premiers jours, elle a pu rencontrer un syndicaliste du nom de Djibril. Djibril, lui, il pense que le syndicalisme est bon, mais que le syndicalisme n'était pas trop bien mené par ses pairs. Djibril, il est l'un des fondateurs de la liste Rédemption. La liste Rédemption faisait face à une coalition que l'on appelle la coalition Code Civil. Donc pour Djibril, le syndicalisme devrait avoir un nouveau départ pour s'aligner sur ce qui constitue réellement la cause noble des étudiants. Mais comme il y a Djibril, par exemple, qui constitue un syndicaliste modèle, qui est apprenant, qui est juriste et qui a conseillé Fanta lors de ses premiers jours à l'université, malheureusement, on a d'autres syndicalistes à l'université qui ne font pas ce travail. Malheureusement, on a d'autres personnes qui usent de leur position de supériorité dans l'université pour berner, bercer et leurrer les nouveaux et surtout les nouvelles bachelières qui arrivent dans l'université publique sénégalaise. C'est un moment trop compliqué. C'est un moment compliqué parce que quand vous êtes orienté dans l'université publique sénégalaise, au départ, vous n'avez pas de connaissance du milieu. Vous n'avez pas de prérequis sur le cadre. Vous êtes juste dans l'ignorance totale et que l'incertitude plane sur votre vécu. Et c'est à ce moment-là que vous avez besoin des soutiens, que vous avez besoin des conseils et que les conseils viennent de partout à ce moment-là. Vous avez les conseils de vos parents, vous avez les conseils de vos pairs étudiants, vous avez les conseils des syndicalistes et vous avez les conseils de vos professeurs. Mais malheureusement, dans ce conseil, par exemple, Fanta l'a vécu, dans ce conseil, vous sentez que il y a la peur de celui qui donne le conseil qui se transmet dans ses dires. Et c'est pourquoi ça a un peu fait chambouler le cadre syndical. C'était un espace glorieux où il fallait avoir des personnes qui revendiquent pour leur père, mais malheureusement, on a vu qu'il y a une dégradation là de ce rôle. Malheureusement, on a vu qu'on a des syndicalistes qui n'existent que pour un projet personnel. Des syndicalistes qui cherchent ne serait-ce à satisfaire leurs propres intérêts parce que le syndicalisme, qu'on le veuille ou non à l'université, a été dégradé par le fait que dans ce livre, et Fanta à la fin va montrer cette réalité, que le syndicalisme a été dégradé par des personnes mal intentionnées et qui pour la plupart ne sont plus des inscrits pédagogiques. Quand je dis ça, dans ce livre, on voit que Fanta, lorsqu'elle fréquente le pavillon B et D, où il rencontre des capots comme Bounama, Léopold, Arfan, on voit que il y a de ces personnes qui ne sont plus des inscrits réglementaires et qui pourtant occupent l'espace estudiantin. Et de ce fait, lorsqu'il y a une situation qui se complique, ce sont ces personnes-là qui descendent sur le terrain, qui parfois font des grèves qui ne se justifient pas et qui, par un simple acte, peuvent paralyser le cours des enseignements dans l'université. Et c'est pourquoi on a connu des grèves et Fanta aujourd'hui nous a permis de découvrir cette réalité. D'abord, c'est le syndicalisme. Et ensuite, il y a un peu la dégradation. Tout à l'heure, je pense que vous l'avez parlé du système universitaire. Éducatif. Carrément. Carrément. Parce que Fanta, c'est un espoir. Fanta, dans le livre, elle a perdu son père dans les années 2000 parce que son père a connu
ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration clandestine. Et malheureusement, son père a perdu la vie dans un pirogue qui partait de Mbour vers Espagne avec au bord presque de 50 personnes. Et cette réalité-là a affecté la vie de Fanta. Et c'est pourquoi sa mère, Yaye Aram, a toujours appuyé sur le fait que Fanta devrait être un intellectuel hors pair. Mais quand on dit un intellectuel hors pair dans une société qui est pauvre, Fanta constitue un espoir qui devrait donner une piste et des alternatives à sa famille. Mais malheureusement, on voyait que l'apprentissage de Fanta à l'université ne représentait pas une demande dans le marché du travail sénégalais. Et voilà ce qui a créé un peu la dichotomie et de créer de l'incertitude dans la pensée de Fanta. Donc, ça renforce le décalage qui existe entre l'enseignement supérieur sénégalais et la demande du marché. C'est pourquoi chaque année, en guise juste d'exemple, on a presque 100 000 nouveaux diplômés au Sénégal et malheureusement, on a un taux de chômage qui grimpe de plus en plus. Et cette inadéquation-là de l'enseignement public, Fanta y revient et surtout à la fin en montrant que normalement, le rôle d'un syndicaliste devrait être de s'appuyer sur le corpus pédagogique pour faire en sorte d'avoir une évolution dans un système qui a été un système senghorien. Donc voilà en réalité les deux thématiques dont vous avez touché tout à l'heure et qui pour moi constituent des points phares de ce texte, de ce manuscrit. Oui, assez important, très important. Surtout l'université, parce que les gens, ils oublient que en fait, l'université est un lieu de sociabilisation, de développement personnel. Parce que quand tu vois, en fait, le parcours de la vie d'une personne, l'université, quand on part à l'université, c'est la première fois, en fait, qu'on quitte chez nous, qu'on quitte nos parents et qu'on s'installe parce que ça, c'est un peu notre première rencontre avec la réalité dur du monde. En fait, c'est un lien qui nous prépare par rapport au milieu professionnel. Donc du coup, quand tu pars à l'université, tu quittes tes parents, tu dois apprendre à être responsable, à dépendre de toi, à sociabiliser, parce que on part à l'université aussi pour apprendre à interagir avec les uns et les autres et trouver nos repères. En même temps, on y va aussi pour se développer personnellement, académiquement. Et du coup, c'est un lien sacré, en fait. C'est comme un peu quand tu entres dans un dojo d'arts martiaux. C'est censé être un lieu sacré. Et je pense que de plus en plus maintenant, on voit que, en tout cas, les places universitaires sont devenues un lieu de syndicalisme, de revendication, ce qui n'est pas mal dans son sens absolu du terme, parce que un étudiant qui est en cours de développement et il est censé réfléchir, il est censé avoir des principes et des valeurs, il est censé aussi défendre ces principes-là si jamais il pense que ils sont en train d'être bafoués par le système ou par le gouvernement. Et ça, je pense que c'est bien. Mais la politique, le syndicalisme et la quête de connaissances, est-ce que c'est toi, principe, c'est toi, facteur pour aller ensemble en toute harmonie, surtout dans un monde où on est très divisé par nos idéologies, par nos différences culturelles, parfois religieuses, parfois ethniques. Et même moi, je fais mes études universitaires à l'École supérieure polytechnique de Dakar, qui a été à l'intérieur de l'université. Donc, j'ai eu assisté à des grèves sanglante et vraiment horrible où il y avait eu des blessés, même parfois un décès. Et du coup, c'était dommage à l'époque de voir en fait un lieu sacré qui est censé être un lieu de quête de connaissances, de découverte de soi, de développement personnel se transformer en lieu politique, parfois basé sur des revendications purement politiques qui n'ont rien à voir avec l'avancement du système universitaire ou du bien-être des étudiants. Que penses-tu de ces trois trios, en fait, syndicalisme, politique et quête de connaissances? Alors, en fait, pour moi, d'abord, le rôle principal de l'université, c'est de fournir des connaissances. C'est de permettre la recherche, une recherche avancée. C'est de donner aux étudiants la possibilité de, comme j'ai l'habitude de le dire, de penser le devenir de notre pays. Déjà, l'université, c'est un cadre de recherche, une quête de la connaissance sur tous les ordres qui concernent la vie sociétale. Et c'est pourquoi
ça devient un peu compliqué lorsqu'il y a déjà le syndicalisme qui tente de prendre le dessus sur ce rôle-là à l'université, et ensuite la politique. Je vais revenir sur la politique parce que j'ai réservé un chapitre de la politique sur ce livre. Mais aujourd'hui, la quête de connaissances d'abord. La quête de connaissances, ça se passe à l'université, en fait, via ce tableau. Vous arrivez première année, peut-être vous faites un domaine bien défini, que ce soit les lettres ou bien la science. Arrivé à un master, peut-être vous vous spécialisez. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une quête de connaissances, mais pour moi, une quête qui est un peu démodée par rapport à notre réalité. Quand je dis ça, carrément, quand je dis ça, et que peut-être Fanta aussi revient sur cet aspect-là dans le livre, c'est que la quête aujourd'hui de notre jeunesse devrait plus se tourner vers la capacité à faire jaillir la créativité qui se trouve à l'intérieur de ces étudiants. Tout à l'heure, vous avez parlé de projets professionnels et personnels. Mais malheureusement, si l'étudiant a perdu cette confiance-là depuis la première et la deuxième année, ça serait trop difficile de le retrouver, surtout dans la vie professionnelle. C'est pourquoi, à l'université, vous voyez des personnes qui sont pétries de talent, mais qui malheureusement ne cernent pas toute leur potentialité. Ça se justifie d'abord par le fait que, certes, on est des bons étudiants, mais on est des étudiants dans un monde senghorien. Quand je dis dans un monde senghorien, c'est qu'à l'université, et j'ai l'habitude de le dire, il y a la triptyque suivante: manger, dormir et réciter. Malheureusement, c'est ce qui se malheureusement, c'est ce qui se trouve dans nos campus sociaux. Et Fanta a été une réalité dans ce livre pour revenir sur une chambre dont elle partage avec 16 personnes. 16 personnes dans une chambre universitaire dont les conditions ne sont pas réunies pour que Fanta, s'il n'avait pas la courage et la persévérance, d'aller jusqu'au bout de ses études. Mais cette quête-là de la connaissance, c'est déjà un rôle primordial que l'université publique sénégalaise joue, mais malheureusement sur un cadre limité. Parce que la recherche, Abibou, la recherche, c'est une étape de la vie. Mais d'abord, ce qui prime sur la recherche, c'est la volonté de la personne qui fait la recherche d'être d'accord avec ce travail. En fait, quand un étudiant arrive à l'université, il n'a pas un contrat qui l'explique de manière claire que lui, il doit forcément devenir un chercheur. Et nos universités publiques produisent des chercheurs. Quand vous arrivez, par exemple, en master en géographie, en histoire ou bien en anglais, si vous n'êtes pas professeur et que vous voulez continuer le doctorat, là, vous devenez chercheur dans ce domaine. Mais est-ce que ce pays-là a besoin, ne serait-ce que des chercheurs? C'est ça le problème, en fait. C'est pourquoi on oriente des pléthores d'étudiants à l'université publique et qu'on ne se soucie pas du sort de ces orientés-là. Donc, c'est pourquoi la recherche, elle est primordiale, mais la recherche devrait être réservée à ne serait-ce qu'une élite qui sent la nécessité de faire des recherches pour notre pays. Mais Fanta, par exemple, qui est soutien de famille, Fanta qui doit faire sortir ses parents de la pauvreté, Fanta, elle n'a qu'une seule responsabilité, c'est être à l'université, apprendre quelque chose qui va lui permettre d'exceller dans le monde du travail pour demain avoir un travail et servir d'alternative à sa famille. Donc c'est pourquoi la recherche à l'université devrait être vue. Et ça devient compliqué lorsqu'il y a un syndicalisme qui devient de plus en plus véreux. Quand je dis ça, c'est que l'université est un cadre où, quand deux personnes simplement qui se regroupent quelque part peuvent peut-être à 10 minutes ou à l'espace de 15 minutes arrêter toute la circulation autour de l'avenue en jetant des pierres, en faisant la grève. En faisant la grève parce que le syndicalisme, on l'a connu ainsi. Déjà par la complicité de nos autorités. Quand vous êtes syndicaliste, quand vous revendiquez, il faut le faire par la force. Sinon, l'autorité ne vous prête pas oreille. Et malheureusement, ça a fini par être une réalité. C'est pourquoi on a connu beaucoup de grèves qui ne se sont pas justifiées à l'université. Et c'est pourquoi aussi, des syndicalistes qui ne sont pas à l'image de Djibril dans le livre, cherchent à avoir le dessus sur le monde universitaire. C'est qu'à l'université, il y a les faits sociaux qui sont souvent défendus, mais qui constituent des miettes par rapport aux problèmes de l'étudiant.
Pour moi, le problème central, ce sont les faits pédagogiques. Les faits pédagogiques, ça concerne sur l'étudiant est orienté, mais qu'est-ce que l'étudiant apprend à l'université? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui nous permet d'insérer ensuite un marché qui trouve son sens dans notre monde? Mais ça, ce sont des questions qui, malheureusement, ça ne se pose pas parce que, malheureusement, ce sont des questions qui n'intéressent personne. Aujourd'hui, quand je prends les cas des professeurs qui enseignent à l'université, ce sont des professeurs qui ont appris dans ce système. Donc, ils ont la responsabilité de jouer sur le legs de ce système. Mais des fois, ça devient compliqué parce qu'il y a un peu une génération qui se sacrifie parce qu'on apprenne ce qui devrait être appris lors du siècle précédent. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse... on est en retard. Carrément. Aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, on a les meilleurs professeurs, on a les meilleurs étudiants, mais si on n'a pas les meilleurs modules d'enseignement qui s'insèrent dans le monde d'aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Et la politique, peut-être pour terminer avec ça, la politique a été la goutte de plus qui a fait couler un peu le vase à l'université, malheureusement. Chaque politique tente d'avoir une base dans l'université publique sénégalaise. Et la politique, c'est une question de position. C'est une question de sentiment d'abord. Et lorsque vous êtes dans une arène qui devrait être une arène d'intelligence, de pensée, et que vous brandissez peut-être une idée qui est déjà colorée, ça devient un peu compliqué parce que il y a des personnes à l'intérieur de l'université publique sénégalaise qui ne font pas de la politique, qui ne sont d'aucun parti. Mais dans cette université publique sénégalaise, allez regarder, il y a des bastions qui représentent soit le pouvoir, qui représentent soit l'opposition. Et ça a une conséquence. Et la plus grande conséquence que l'on a vécue, et Fanta a parlé dans le livre, c'est que on a connu une fermeture, en guise d'exemple, de l'université de Dakar pendant presque une année, ne serait-ce que par des manifestations politiques. Donc, voilà le problème quand il y a la politique à l'intérieur de l'université. Et ça a complètement changé les choses parce qu'aujourd'hui, il y a des syndicalistes qui ne sont plus des inscrits réglementaires, qui continuent d'occuper l'espace public universitaire parce qu'ils ont des ambitions politiques. Et ces ambitions politiques-là ne sont pas sans conséquence sur l'enseignement qui se passe à l'intérieur de l'université. Et c'est pourquoi on a connu des grèves. Et s'il n'y a pas de solutions qui sont données dans ce domaine et que l'on laisse à l'université de continuer d'être un cadre purement politisé, ça deviendra peut-être une bombe à retardement pour l'enseignement supérieur sénégalais. Oui. Et je pense que tu l'as abordé brièvement, c'est que la capacité de l'université Cheikh Anta Diop, là, je pense qu'on a quadruplé sa capacité nominale. Par exemple, pour une université qui était censée accueillir 40 000 étudiants, là, je pense qu'on est à plus de 100 000. Pour dire que déjà, les conditions d'existence des étudiants, elles ne sont pas idéales. En plus, tu l'as abordé aussi, la notion de la qualité du contenu et des programmes fournis. Par exemple, tu as parlé de récitation. Je pense que ça, c'est de manière générale, hein, que ce soit l'école élémentaire, au lycée, à l'université. Je pense que notre système est fait pour qu'on récite et pour qu'on regurgite des informations sans pour autant développer notre capacité d'analyse et de réflexion pour venir en fait avec des schémas cohérents afin de résoudre un problème spécifique. Et moi personnellement je l'ai vécu parce que quand j'ai quitté l'université après mes études et que j'ai intégré les milieux professionnels, en fait j'étais un peu perdu quoi. C'est comme si on m'a jeté dans la gueule du loup parce que j'ai appris à réciter ce que mon professeur ou mon enseignant disait. Et c'était ça, en fait, qui était récompensé pendant les examens parce que c'était ça, comment on mesurait le niveau d'intelligence d'un étudiant. Tu viens dans l'entreprise, là, tu dois apprendre de nouvelles manières de faire, de nouvelles méthodes, de nouvelles formules. Tu dois venir avec un système, un mécanisme de réflexion fondé sur la logique, sur l'analyse, sur les principes fondamentaux.
Et il n'y a pas cette histoire de mémorisation. En fait, tu peux pas mémoriser un livre de Descartes et venir dire que je vais travailler, en fait, dans une entreprise. Ça marche pas comme ça. Et du coup, il y avait un grand décalage entre ce que j'ai appris et la réalité du professionnel. Et c'était vraiment décourageant et démotivant. J'avais l'impression que je commençais, en fait, dès le départ et que je retournais au point de départ, quoi. Et en même temps, quand tu commences, en fait, t'es au plus bas de l'échelle. Non seulement t'es pauvre, t'as pas grand chose, en même temps, on te donne des tâches des tâches qui sont routinières, qui peut-être n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Donc, non seulement tu dois, changer ton modèle, de réflexion, en même temps, tu es au plus bas de l'échelle, tu es pauvre, tu dois apprendre une nouvelle manière de faire avec la réalité du monde. C'est quand même difficile, quoi, tout ça pour une personne de 23 ans ou 24 ans qui vient juste de quitter l'école, quoi. Carrément. Ça devient trop compliqué et c'est pourquoi même dans le curriculum de l'enseignement, ça, ce n'est pas évoqué dans le livre, mais pour moi, c'est aujourd'hui une obligation que l'on assiste l'étudiant dans le cadre de son développement personnel. Parce que pour moi, ça donne à l'étudiant la possibilité de s'ouvrir à un monde beaucoup plus large. Quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, à un moment où on parle de leadership, à un moment où on parle de la prise de parole en public, à un moment où on parle de développement du charisme, pour moi, cela doit être des skills qui viennent renforcer les modules qui sont déjà dispensés dans l'université publique sénégalaise. Et pourquoi cela doit être ainsi? C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans l'université publique sénégalaise, vous avez deux options. Vous avez deux options si vous ne faites pas quelques filières spécifiques. Peut-être je vais revenir sur ça, mais vos deux options sont soit être enseignant, professeur ou bien maître, soit faire un concours pour intégrer, soit la police, la gendarmerie, l'ENA, ou bien peut-être un autre concours, les douanes par exemple. En fait, mais moi je pense que ça c'est plus dans l'administration publique. Et voilà le problème, Abibou. C'est que être professeur, être enseignant, ou bien faire l'ENA, douane, gendarmerie ou bien police, vous devrez être un acteur de l'administration publique. Et nous tous, on a compris que dans notre monde, ce n'est plus l'administration publique qui recrute le plus grand nombre. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le privé a constitué le cadre qui recrute le plus. Et que si vous n'avez pas les compétences, quand je parle des compétences, c'est que vous pouvez certes vous adapter par rapport à une nouvelle situation. Mais moi, je pense que ça, c'est un autre travail. Il faut comprendre que l'étudiant qui est en licence ou bien l'étudiant qui est en master devrait avoir, quel que soit le domaine qu'il étudie, la possibilité d'insérer le marché du travail, que ce soit le privé, que ce soit le public. Mais si tout simplement on continue dans ce régime qui pousse l'étudiant à insérer l'administration publique, il y a une grande partie de demande du marché privé qui malheureusement ne se voit pas se satisfaire. Ne voit pas se satisfaire parce que lorsque vous êtes étudiant et que vous voulez intégrer des entreprises privées, la première réponse qu'on vous apporte, c'est que malheureusement, vous n'avez pas un diplôme professionnel. Quand vous n'avez pas un diplôme professionnel, ça devient compliqué déjà pour vous, mais ça devient aussi compliqué par l'entreprise qui vous recrute. Parce que l'entreprise aussi, il ne cherche qu'à développer ses propres services et ses biens. Donc l'entreprise est dans une logique de ne pas recruter peut-être une personne qui n'a pas un diplôme professionnel. Même si aujourd'hui on sait que le diplôme ne fait pas tout, mais le diplôme constitue le peu de présomption de connaissances que l'on puisse avoir pour un intellectuel et plus pour un manager. Donc voilà le retard qui a été accusé par nos universités. Et ce retard se justifie par quelque chose. Tout à l'heure vous l'avez dit, si l'université devrait abriter ne serait-ce que 40 000 étudiants, je vous fais une déclaration. Seule la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Dakar accueille presque plus de 90 000 étudiants. Seule une faculté. Ah ouais. Carrément, seule une faculté. Ah ouais. Et c'est quoi le sort de ces 90 000 étudiants? Si ce n'est pas pour devenir chercheur, enseignant ou bien faire les concours. Et si ces 90 000 personnes-là voulaient faire plus? Si ces 90 000 personnes-là voulaient servir le privé de notre pays. Donc, c'est pourquoi la recherche seulement ne doit pas être le point crucial de l'université.
et que les modules qui s'enseignent dans nos facultés, dans nos enseignements, devraient être revus pour donner l'opportunité aux étudiants d'être beaucoup plus professionnels et de pouvoir insérer le monde du travail. Pour moi, c'est une réalité, on en parle peu, parce que comment ça se fait que dans un pays, chaque année, il y a presque un nombre important de personnes qui ont le baccalauréat. Ouais. Mais ce nombre-là qui ont le baccalauréat, peut-être sont tous orientés dans l'université publique. Ici, en fait, en dehors de quelques ISEP qui ont été créés pour la professionnalisation de quelques étudiants, peut-être le nombre le plus important sont envoyés faire la recherche dans l'université publique sénégalaise. Et que la recherche, c'est bon, certes, pour un pays en développement, mais nous, aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre. Pas avancer un pays la recherche, quoi. Carrément, c'est ça le problème. Et nous, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. On a besoin d'étudiants qui ont de la compétence dans un domaine qui est demandé par notre société. Madame Pendambao, je pense qu'elle est rectrice à l'université Gaston Berger de Dakar. Je l'ai écouté une fois dire à Felwine Sarr que malheureusement, nos sociétés sont en avance sur nos universités. Et voilà le problème. Vous sortez de l'université publique sénégalaise, vous ne pouvez pas décanter une situation sociétale. Parce que malheureusement, ce n'est pas ce que vous avez appris. Ah, ouais, c'est vrai. Donc, permettons aux étudiants peut-être de mieux rêver, d'avoir un espoir qui se construit, mais ne serait-ce à travers les enseignements qu'ils reçoivent dans nos universités publiques. Ouais. Et tu as parlé aussi dans le livre un petit peu de l'histoire de Fanta, mais bon, du fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, comparé au nombre d'hommes qui finissent leurs études universitaires, le ratio de femmes a largement dépassé le nombre d'hommes qui arrivent au bout de leurs études. Je pense que dans les années 50-60, pour 4 personnes diplômées, une seule personne était une femme, les 3 étaient des hommes. Mais maintenant, depuis le début des années 2000, ça s'est inversé. Là, je pense que sur 4 personnes, les 3 sont les femmes, une seule personne est une homme. Pour dire qu'avec les mouvements des femmes, avec le travail qui a été fait, les femmes maintenant, en fait, s'investissent dans leur éducation. Et tu vois ça aussi dans le milieu professionnel. On a de plus en plus de cadres femmes qui font leur travail et tout. Et du coup, toi, quand tu analyses ce changement-là, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que cela peut avoir un impact par rapport, surtout dans une culture traditionnelle chez nous, où une femme, en fait, elle est censée se marier, par exemple, en un certain âge, fonder une famille? Quels sont les rapports culturels traditionnels qui peuvent exister entre le fait de poursuivre sa carrière professionnelle et de mettre pause à sa carrière matrimoniale et vice versa, quoi. Donc tout à l'heure on revenait sur un fait important dans nos universités publiques, c'est que on a le pourcentage de femmes aujourd'hui qui a tendance à mieux se développer. Pourquoi? Parce que les hommes ne fréquentent plus maintenant l'université publique sénégalaise. Et pourquoi? Ça a une raison, parce que l'on vit dans une société qui n'est pas du tout absente dans nos pensées. On vit dans une société qui contrôle nos actions. Et quand vous êtes, par exemple, soutien de famille, quand vous êtes l'aîné de votre famille et que vous décidez de faire Bac+4, Bac+5, sans pour autant peut-être faire un concours pour aller devenir enseignant ou bien faire la douane et l'ENA, là, on pense que vous n'avez pas, vous ne sentez pas les problèmes que vos parents sont en train de vivre. Et que ça crée une charge sociétale qui font que il y a beaucoup de jeunes hommes qui démissionnent, ce qui n'est pas peut-être le cas des femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être la femme, si elle ne s'est pas mariée trop tôt, par exemple, à l'âge de 15 ans, 16 ans, ce qui a été le cas de l'amie de Fanta, elle peut poursuivre ses études. Parce que peut-être la charge sociale n'est pas trop fréquente dans sa tête. Donc, ça, c'est devenu une réalité. Mais c'est devenu une réalité aussi parce que le pourcentage des hommes se diminue dans l'université car il y a la tentation, les risques. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui qui ont déjà pris peut-être la mer à travers l'immigration clandestine et pourtant qui étaient des étudiants
moi, j'en connais des étudiants qui, carrément, des étudiants qui, lors de la crise, ont décidé d'abandonner carrément l'université. Ont décidé d'abandonner physiquement et ont décidé d'abandonner mentalement. Mais en fait, ce pourcentage-là, est-ce que ce pourcentage-là a tort? Est-ce qu'on ne devrait pas l'écouter? Parce que ce pourcentage-là aussi qui a fait Bac plus 2, Bac plus 3, qui n'arrive plus à s'insérer dans le monde du travail de son pays et qui est tenté par prendre la mer, là, il y a une question cruciale à se poser. Peut-être la réponse pour certains serait de dire qu'il y a le chômage un peu partout, mais ce qu'il y a au Sénégal, peut-être pour moi, ça développe un peu, ça dépasse un peu tous les records. Bac plus 4, alors que vous ne pouvez pas être trop productif dans le monde du travail, ça devient quelque chose que l'on doit revoir. Et ce leadership féminin-là a été un déclic. Certes, ce leadership a été porté par des mouvements occidentalisés, mais aujourd'hui, ça a devenu une réalité dans nos sociétés. Et que moi, je le vois d'un côté positif, et Fanta a symbolisé ce cadre. Parce que Fanta aussi, dans ses derniers rêves, dans ses derniers espoirs, a pensé un jour être responsable syndical. Fanta a pensé que la femme pourrait être la réponse à beaucoup de problèmes que rencontrent nos universités, à beaucoup de problèmes avec des querelles au sein de l'université, parce qu'aujourd'hui, l'université est devenue l'espace le plus qui manque le plus de sécurité dans le pays, malheureusement. Lorsqu'il y a grève, il y a des familles qui vous appellent un peu partout, parce qu'on sent que tout se passe à l'université. Et cette histoire-là s'est justifiée avec lorsque la liste de rédemption a fait une descente dans la chambre de Ngor, peut-être en le tabassant, et en le tabassant d'abord parce que ça a été une vengeance. Ça a été une vengeance par les mouvements culturels qui ont causé du tort à un des responsables de la liste et que la liste a décidé de riposter. Donc, ce qui veut dire que il y a en fait, des listes qui se font justice elles-mêmes. Et malheureusement, la personne qui a été ciblée ce soir-là n'était pas la personne qui a été responsable de ce déjeuner. Et carrément. Et vous voyez, mais le coup est déjà parti. La balle est déjà tirée. Carrément. Vous entrez dans la chambre d'une personne, vous tabassez la personne avec des jacis, mais après cette personne-là, peut-être peut avoir même sa vie ruinée de bout en bout. Et voilà ce qui se passe à l'université. Et c'est pourquoi Fanta a pensé que le leadership féminin devrait prendre le relais et être une solution. Parce que peut-être la femme, quand elle est leader, elle ne se base pas sur le règlement des comptes par la force, mais plus par l'argumentation. Et l'argumentation a été tuée un peu à l'université parce que demandez à des syndicalistes, malheureusement, quand ils parlent à l'autorité d'une manière passive, d'une manière raisonnée, l'autorité n'écoute pas assez souvent. Mais quand il s'agit de prendre la force, là, l'autorité répond. Donc voilà le problème que le leadership féminin que Fanta a propulsé pourrait être une réponse vis-à-vis des méfaits sociaux que l'on vit malheureusement à l'université publique sénégalaise. Malheureusement. Je sais que, comme disait le philosophe là, il n'y a pas une solution définitive, on n'a que des alternatives. Donc d'après toi, quelles sont les alternatives pérennes qui pourraient complètement changer la donne et redorer le blason de l'université Cheikh Anta Diop? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que tu en as parlé un petit peu dans le livre, mais de manière synthétique, comment on peut inverser la tendance, changer la donne? Surtout que le Sénégal est un pays composé presque de 80% de jeunes âgés de moins de 30 ans. Donc, on a vraiment une ressource humaine assez forte, assez en fait engagée, assez déterminée. Et je comprends parfois la frustration des jeunes parce que imaginez, vous êtes jeune, vous avez envie d'être utile à votre société, mais vous trouvez aucune source d'opportunité potentielle, vous êtes réduit à néant et vous êtes aussi marginalisé, vilipendé, minimisé par un pouvoir qui fait quand ça faveur, quoi. Donc, quelle est la solution pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de bâtir un espoir, un avenir radieux et meilleur?
Alors, j'ai toujours pensé ceci, c'est que la jeunesse, c'est la force d'un pays. Et quel que soit le regard que l'on a sur la jeunesse constitue la réponse que l'on veut par rapport à notre développement et aussi par rapport à notre croissance. Je vois déjà que vous avez donné le livre un cadre quand vous parlez de l'université Cheikh Anta Diop. Alors moi, je dis pas que le livre se passe à l'université Cheikh Anta Diop. Ok. Ok. Carrément. Je dis juste j'écoute. Carrément. Je dis juste une université du pays. Donc, et c'est ce qui est intéressant. Désolé, parce que moi, quand j'entends l'université, je dis Cheikh Anta Diop, mais t'as raison. On a plusieurs universités. Il y a Gaston Berger, il y a Cheikh Anta Diop, il y a Kaolack, donc désolé les gars, ça c'est de ma faute, parce que moi, quand j'entends université, j'associe à Cheikh Anta Diop. Carrément. Ok, une grande université de la place. Carrément. Et aussi, ce qui est pertinent, c'est que vous n'avez pas à être désolé, parce que pour moi, c'est ce que je recherchais, en fait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est à chaque lecteur de donner sa propre compréhension aux écrits. Donc, par exemple, quand le livre peut-être Mais quand tu disais les pavillons BD, là, ça sonnait tort, Cheikh Anta Diop, quoi. Peut-être c'est ça qui m'a leurré, quoi. qui a créé un peu cette pensée en vous. Mais j'aime bien. Parce que pour moi aussi, c'est un peu ça. C'est tout ce que l'auteur peut faire, en fait. Tout ce que l'auteur peut faire, c'est donner des indices. Et ensuite, pour faire en sorte que la lecture soit une action rétrospective que l'auteur donne, mais le lecteur, il construit la pensée qui se tourne autour du livre. Et surtout autour d'un roman. Comme je l'ai dit, le roman, c'est juste un effet de miroir. Et j'ai adopté un roman parce que pour moi, ça vous met un peu à l'écart par rapport à ce qui se passe. Ça crée des personnages qui vivent ce qui se passe, qui les racontent et qui, à vrai dire, le rêve constitue des alternatives que l'on puisse avoir. Et des alternatives peut-être au sein de l'université, au sein de nos universités. Pour moi, d'abord, ça commence par le fait que tout le monde ne doit pas, à ce siècle, être orienté dans une université publique d'abord. Il faut que cela soit une réalité désormais appliquée lors des orientations de nos nouveaux bacheliers. Lors des orientations, parce que l'université offre un cadre de recherche, plus particulièrement. Mais malheureusement, la recherche tout simplement ne suffit pour le développement de notre pays. On ne peut pas avoir une ambition globale d'être peut-être des pays développés et d'être toujours dans un circuit de formation qui a été un circuit du siècle précédent. Donc, revoyons d'abord qui viennent à l'université et qui ne viennent pas à l'université. Parce que quand on oriente des étudiants à l'université, malheureusement, on ne gère que l'entrée. Mais la sortie, comment ça se passe? Sur des orientés d'une année, il y a quel pourcentage d'étudiants qui arrivent à s'en sortir par la grande porte? Mais ce pourcentage-là ne doit pas être laissé. D'autant plus que vous êtes dans un pays où vous dites qu'il est caractérisé par l'informel et qu'il est caractérisé par beaucoup d'analphabètes. Donc, vous voulez réduire ce fléau, mais malheureusement, vous encouragez des étudiants à abandonner peut-être entre la deuxième, la troisième, peut-être la quatrième année. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, revoyons peut-être le système d'orientation des étudiants au sein de l'université. Peut-être Fanta, elle a réussi, mais c'est pas tout le monde qui réussit qui réussissent un peu à l'université. Ensuite, tout à l'heure, on l'a dit, et ça a été un chapitre traité, il faut que la politique cesse sa démagogie au sein de l'université. Malheureusement, la politique a été le point névralgique sur lequel s'est appuyée la dislocation des courses universitaires. Et ça rend un peu impertinent les actions des autorités et les réponses des étudiants. Quand je dis ça, c'est que si l'autorité n'est pas neutre, l'autorité cherche tout d'abord à défendre peut-être un intérêt politique. Et ça devient compliqué dans l'espace du moment où il y a des rivalités qui se passent au sein de l'université. Donc, revoyons un peu comment la politique, est-ce qu'on doit la faire à l'université? Si oui, par quelle manière? Parce que de la manière dont la politique est en train de mener à l'université, c'est ce qui nous a conduit. C'est ce qui a conduit à l'université de Dakar de se fermer pendant presque une année. Une année qui a malheureusement causé du tort à des étudiants parce qu'on a des années qui se chevauchent.
Ouais, des années blanches, quoi. Ouais. Carrément. Il y a des étudiants qui ont vécu cette période-là comme la période qui a été le moment de se raccrocher un peu avec les études, même si ces étudiants-là avaient aussi des rêves. Et aujourd'hui, à l'université publique sénégalaise, on a une nouvelle tendance qui se développe. Ce sont les étudiants entrepreneurs. Et pour moi, l'étudiant entrepreneur aujourd'hui devrait avoir beaucoup plus de place dans nos universités publiques. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat est devenu une question de monde, mais surtout à l'intérieur de l'université. Il y a des étudiants qui créent des projets, ils travaillent et impactent leur société. Donc, si vous avez ces genres d'initiatives-là avec des étudiants, mais n'attendez pas que l'étudiant termine peut-être son cursus pour pouvoir intégrer un projet peut-être du domaine public ou bien être pertinent. Du moment où l'étudiant le fait, l'étudiant a la possibilité de travailler sur quelque chose qui va lui permettre d'embaucher ses pairs étudiants pour faire en sorte de diminuer le chômage à partir de ce moment-là. Donc, l'étudiant entrepreneur est devenu une réalité. Il y a des cadres qui travaillent comme le réseau des étudiants entrepreneurs, mais malheureusement, l'accompagnement devrait venir de ce côté. Et ensuite, carrément. Et ensuite, peut-être, l'enseignement, Abibou. On en parle parce que moi, ça m'intéresse. Parce que pour moi, c'est un peu le cœur de l'université. J'ai vu des personnes qui ont sorti avec leur diplôme et qui malheureusement ne travaillent pas. J'en ai vu. Parce que le diplôme peut-être qu'il a eu est un diplôme impertinent dans notre marché local. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on évolue dans un système, c'est le système LMD, licence, master, doctorat. Ouais. Mais si vous faites un peu le résumé avec le système LMD, j'ai l'habitude de le dire, dans le préambule, on a dit que ce texte cherche un peu de ressembler, en quelque sorte, de ressembler au cadre d'enseignement de l'Union européenne. C'est pourquoi on a des formations qui ne s'adaptent pas avec nos réalités. C'est pourquoi on a des diplômes impertinents qui n'arrivent pas carrément, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à s'insérer le milieu. Et c'est pourquoi ce que Pendambao dit que nos universités nos sociétés sont en avance sur nos universités deviennent une réalité. Donc, il faut aujourd'hui que l'on pose le débat sur l'université publique sénégalaise. Quel type d'étudiants on veut? Est-ce qu'on veut tout simplement des étudiants qui apprennent l'histoire, qui apprennent la géographie? Moi, je suis géographe. Qui apprennent l'anglais, qui apprennent l'espagnol. C'est intéressant, c'est important. Et les étudiants qui l'apprennent, moi j'en connais parce que je suis des lettres, ce sont des étudiants brillants. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout le potentiel de ces étudiants-là qui est exploité. Malheureusement, il y a anguille sous roche. Malheureusement, c'est le minimum qui est exploité et on dit que le système est parfait. Et quand on parle d'une filière, quand on parle de module d'enseignement et qu'on donne des pistes de solutions, ce n'est pas pour balayer tout, mais c'est pour un peu revoir l'adaptabilité entre ce qui se fait à l'université et ce que le marché demande. Aujourd'hui, on est dans un cadre économique purement global. Lorsque vous avez des diplômes qui ne sont pas pertinents, malheureusement, vous faites des concours pour intégrer l'administration publique. Donc, vous renforcez le rang de l'administration publique. On sait que l'administration publique ne peut pas embaucher tous les étudiants. Donc, si le privé a quelque chose à offrir, mais donnez à l'étudiant la possibilité de pouvoir dénicher ce marché-là qui se présente à eux. Donc, revoyons un peu le système d'enseignement qui se passe, avec qui doit venir à l'université, et comment est-ce que l'université publique sénégalaise devrait se configurer maintenant. Mais je sens que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'ambition de nos autorités, c'est à chaque fois de dire qu'on a orienté tous les nouveaux bacheliers. Mais vous les avez orientés sur quoi? Quelle seront la pertinence de ces nouveaux bacheliers-là d'ici 5 à 10 ans? Donc, pour moi, ce suivi, évaluation-là, doit être une priorité maintenant avec une gestion du moins qui est axée sur les résultats que ce système-là produit. Donc, moi, je pense qu'il y a autant d'alternatives. Peut-être ce ne sont pas des solutions définitives, mais autant d'alternatives sur l'université que bel et bien on doit revoir avec l'autorité, avec les étudiants, pour faire de cette université-là, de cette université publique sénégalaise du XXIe siècle, une université qui s'adapte avec son propre monde. Mais malheureusement, on est trop en décalage et ça finit par créer du désespoir, c'est certain, ce qui a causé beaucoup d'abandon. Et pour moi, ces abandonnés-là n'ont pas tort vis-à-vis du système qui les encadre.
carrément. Non, enfin, en tout cas, tu l'as bien résumé, en tout cas, Mohamed. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir sur le podcast. J'imagine que pour les gens qui n'ont pas eu le temps de regarder notre premier épisode qu'on a enregistré il y a 1 an et demi. Donc, pour les écouteurs et pour les auditeurs et spectateurs, je vous conseille fortement de regarder ça pour un petit peu appréhender et se familiariser avec ton premier ouvrage Afro-Climat qui traitait un peu des notions environnementales. Et là, avec ce nouvel ouvrage où on parle des problèmes sociétals universitaires, j'ai l'impression que tu es un fervent représentant du développement durable parce que tu as déjà abordé l'aspect environnemental, là, l'aspect société. Peut-être le prochain ouvrage, ça va porter sur l'aspect économique. Comme ça, t'auras abordé tous les toits, toutes les toits dimensions du développement durable. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai bien aimé l'histoire de Fanta et Djibril, même si j'ai l'impression que Djibril il était un peu amoureux, mais il avait un peu peur de Fanta, quoi. Mais bon, mais ça, j'ai pas encore ma réponse, quoi, quand j'ai terminé le livre. Mais bon, peut-être tu m'en diras davantage. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, comment ils pourront acheter, obtenir le livre en question? Est-ce que tu prépares par exemple, des forums, des séminaires ou des projets qui sont en relation avec en connexion avec cet ouvrage ou bien même d'autres projets aussi que tu aimerais partager avec nous et comment les gens pourront entrer en contact aussi avec toi? Ok. Donc, pour ce livre, déjà, c'est un roman qui est disponible auprès de l'éditeur, les éditions Artistes de Guédiawaye. Peut-être après, on aura la possibilité de partager son numéro. Et ensuite, on n'a pas encore fait de cérémonie de dédicace. On voulait attendre la réouverture de nos universités pour pouvoir les faire. Parce que pour moi, c'est un roman, mais ça constitue un peu une grille de lecture de ce qui se passe dans nos universités et de pousser les autres, surtout les autorités, de réfléchir sur quelle université on veut pour ce siècle. Donc, pour des projets à venir, à vrai dire, moi je suis un écrivain, donc ça devient de plus en plus une passion et en même temps un étudiant entrepreneur. Donc, on travaille sur soi parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, le développement personnel que doivent avoir les étudiants aujourd'hui ne doit plus se limiter sur des propos vains. Aujourd'hui, des propos vains du moins. Aujourd'hui, ça devra être une réalité que l'on applique chaque jour et de percer peut-être toutes les possibilités que nous offre notre existence actuellement. Notre existence actuellement en termes d'écriture, en termes de lecture, en termes de production, et ça a déjà enclenché. Et il faut que peut-être nos modules d'enseignement aussi suivent la dynamique qui est déjà donnée par les étudiants. Donc, c'est un peu ça le roman. Et la dernière fois, on avait eu à parler aussi d'Afro-Climat. Et j'avais parlé d'un cadre de réflexion dont je voulais, sur lequel travailler avec certaines personnes. Ça a déjà commencé avec un blog sur LinkedIn où on traite les questions de changement climatique au Sénégal. Donc, pour moi, aujourd'hui, la réflexion sur tous les domaines devrait se diversifier pour donner des pistes de solutions et de ne pas seulement se limiter sur le management, mais de donner un leadership à l'enseignement public, surtout sénégalais. Non, super. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi? T'es disponible sur LinkedIn. Moi, je mettrai les liens comme d'hab. Est-ce que tu as d'autres choses à partager? Ok, ça va. Déjà, je vous remercie Ah non, faut pas dire ça. Le plaisir est pour moi. Carrément. Ça a été, déjà, c'est la première sortie depuis la publication du livre. C'était voulu quand même. Parce que pour moi, il fallait avoir un cadre où on revient sur tout ce qui a été traité et peut-être les personnes qui d'abord lisent le livre du moins, et ensuite écoutent le podcast, peut-être pourront avoir le sens un peu et le pourquoi de cette production. Mais quand même, juste pour dire que jamais je dirai à quelqu'un comment il va lire mon livre. Pour moi, c'est une production rétrospective, c'est une production qui n'appartient plus à l'auteur, c'est une production dont le lecteur peut faire de ça sa simple production et lui en donner la compréhension qu'elle veut. Mais du moment où ça arrive à créer un impact sociétal et durable
dans le cadre de l'enseignement public sénégalais. Donc, il y a ce débat-là à mener et ce roman constitue un point de départ et que aujourd'hui, moi, je ne peux pas me dire que je suis un écrivain et que sortir de l'université sans pour autant dire ce qui se passe de l'université à travers des personnages qui ont été purement créés, mais chaque étudiant peut se voir à travers Fanta, peut se voir à travers Djibril. Et pour moi, ça, c'est ce que le roman nous a permis de montrer en vrai dire. Donc, le plaisir est partagé. Et pour nos auditeurs et spectateurs, n'hésitez pas à envoyer un message à Mohamed sur LinkedIn, sur les réseaux, de le suivre, de se familiariser aussi avec ses différents ouvrages. Je pense que vous allez beaucoup apprendre en les lisant. C'est fait en honneur, Mohamed. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Le cercle d'influence est toujours ton terroir. Tu peux passer comme tu veux, quand tu veux. Nous, on est là pour donner de la voix et de la plateforme aux jeunes qui font bouger les choses et t'en fais partie. Et je suis reconnaissant pour cette amitié. Merci beaucoup pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye.